sur les purpura, c'est d'abord établir le diagnostic positif, c'est les différents mécanismes physiopathologiques qui sous-entendent la survenue d'un purpura, les signes de gravité, le diagnostic étiologique est très important puisque le traitement d'un purpura ne se conçoit qu'avec le traitement de son étiologie et les principales mesures de prise en charge. Alors, on va pour ça commencer par un cas clinique. Donc, voici la vignette. Donc, c'est une patiente qui est âgée de 36 ans, qui n'a pas d'antécédents pathologiques et qui est hospitalisée pour une éruption cutanée telle que vous la voyez sur la photo. C'est une éruption cutanée qui est apparue spontanément il y a quelques jours au niveau des membres inférieurs et qui est faite de lésions érythémateuses infiltrées qui ne s'effacent pas à la vitropression. D'accord? Donc, comment vous décrivez ces lésions? Allez-y. Comment décrire ces lésions? Est-ce que vous voyez convenablement la photo? Alors, sur cette photo, comme vous le voyez, les lésions sont d'abord érythémateuses, voire même érythémato-violines. Elles ne sont pas monomorphes, il y a plusieurs types d'éruptions. Certaines lésions sont pétéchiales, c'est-à-dire de la tête à peu près d'une tête d'épingle, de la taille d'une tête d'épingle. Mais par endroits, ces lésions deviennent confluentes par endroits et d'autres en bas de la photo, c'est des lésions qui vont évoluer vers la nécrose. Donc, c'est un aspect nécrotique des lésions. Donc, quelle est la caractéristique sémiologique qui permet de rattacher cette éruption à un purpura? Et donc, un élément clinique important, c'est le fait que cette éruption ne s'efface pas à la vitropression. Donc, dès que la lésion ne s'efface pas à la pression par le doigt ou à la vitropression, on parle dans ce cas de purpura. Donc, quel est le paramètre biologique chez cette patiente le plus pertinent qui permet d'orienter le mécanisme de ce purpura? Donc, est-ce que c'est le taux de prothrombine? Est-ce que c'est le temps de saignement? Est-ce que c'est la numération des plaquettes, la vitesse de sédimentation ou la fibrinémie? La numération des plaquettes. Très bien. Donc, c'est la numération des plaquettes, effectivement, parce qu'elle nous permet déjà d'être sûr qu'on a un taux de plaquettes normal. Si le taux de plaquettes est normal, on va se pencher plus vers l'origine vasculaire du purpura. En fait, parce que, comme vous le savez, il y a essentiellement deux mécanismes de purpura qu'on va évoquer dès ce stade. Est-ce qu'il s'agit d'un purpura hématologique ou un purpura vasculaire? Bien que sur la clinique, tel qu'on a vu, ça fait plus quel type de purpura? Sur la description des lésions cutanées que vous avez. Donc, selon la description qu'on a, ça fait plus évoquer un purpura vasculaire. Mais on va voir qu'est-ce qui permet de distinguer déjà sur la clinique, avant même de passer faire la numération en formule sanguine. Donc, sur la clinique, on peut avoir une valeur d'orientation. Donc, sur le plan physiopathologique, le purpura, c'est une pathologie de l'hémostase primaire. Et qui dit hémostase primaire dit essentiellement l'intervention des plaquettes et des vaisseaux. Et donc, c'est quoi un purpura? C'est une extravasation de façon spontanée de globules rouges à travers la paroi des artérioles, des vénules ou des capillaires du derme et ou de l'hypoderme. Donc, on distingue deux types de purpura. Les purpuras par anomalie plaquettaire, on parle aussi de purpura hématologique, et là, vous avez deux sous-types. Soit qu'il s'agit d'une thrombopénie, donc c'est une anomalie quantitative des plaquettes, soit qu'il s'agisse plutôt d'une thrombopathie, c'est-à-dire que les plaquettes ont un taux normal, mais fonctionnellement, elles sont altérées. Et on oppose ce purpura hématologique au purpura vasculaire, qui sont aussi de trois mécanismes. Il y a les purpuras vasculaires de nature inflammatoire, les purpuras vasculaires de nature thrombotique et les purpuras vasculaires de nature embolique. Donc, un purpura, c'est un taux de plaquettes. Si les plaquettes sont basses, c'est le purpura thrombopénique. Si les plaquettes sont normales, soit qu'il s'agisse d'un purpura thrombopathique, soit qu'il s'agisse d'un purpura vasculaire.
qui va être divisé en inflammatoire, non inflammatoire. Pour les non inflammatoires, c'est le mécanisme embolique, thrombotique ou par fragilité capillaire. D'accord? Alors, si on reprend avec les éléments distinctifs entre purpura vasculaire et purpura thrombopénique, il y a des arguments de distinction dites cliniques, c'est-à-dire sans même passer par la numération. Et généralement, un purpura vasculaire, c'est un purpura polymorphe. Il est infiltré et palpable, donc il est un peu en relief. Il peut être même nécrotique. Généralement, il se localise en déclive, c'est-à-dire majoritairement au niveau des membres inférieurs. Il est exclusivement cutané, il n'y a pas du tout d'atteinte des muqueuses et il n'y a pas du tout de syndrome hémorragique muqueux associé et ça évolue généralement en plusieurs poussées. Par contre, le purpura hématologique et particulièrement le purpura thrombopénique, généralement c'est monomorphe, c'est un seul type de lésion. Il n'est pas nécrotique, il n'est pas infiltré, donc il est plan, il n'est pas en relief. Généralement c'est diffus, c'est à la fois cutané et muqueux et il y a souvent un syndrome hémorragique associé à type d'hémorragie gingivale ou d'épistaxis. Donc, voici quelques photos pour illustrer le purpura thrombopénique. Vous voyez que sur la première photo en haut, c'est des lésions pétéchiales monomorphes. Et sur les deux autres photos, la teinte des muqueuses. Donc, vous voyez que le voile du palais sur votre gauche, ça contient déjà des lésions purpuriques au niveau du voile. Et en même temps, au niveau de la langue aussi, c'est un purpura qui touche la langue. Donc, ça, c'est typiquement le purpura thrombopénique. Par contre, pour le purpura vasculaire, vous voyez qu'il peut être polymorphe, avec des lésions qui peuvent évoluer vers la nécrose. Il peut y avoir même un aspect bulleux. Alors, quand on parle de purpura, on a trois éléments, trois questions à laquelle on doit essayer de répondre. Première question, c'est une éruption, donc il faut d'abord reconnaître le purpura et essayer d'argumenter pour s'orienter, est-ce qu'il s'agisse d'un purpura vasculaire ou d'un purpura hématologique. Deuxième point, faire une numération plaquettaire pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'un purpura thrombopénique. Et troisième point, rechercher les signes associés par un examen clinique minutieux, parce que c'est en fonction des signes associés qu'on va pouvoir être orienté vers le diagnostic étiologique. Rappelez-vous que je vous ai dit dès le départ que le traitement du purpura, c'est le traitement d'étiologie. Alors, si on reprend le cas de notre patiente, donc ce purpura qui évolue depuis déjà quelques jours s'associe à une fièvre qui évolue depuis 2 semaines. D'ailleurs, à l'admission, cette fièvre a été chiffrée à 38,3. C'est une patiente qui rapporte également des arthralgies qui touchent genoux, chevilles, poignets, mais sans mise en évidence à l'examen physique d'arthrite. Il faut noter aussi que dans les jours qui ont précédé l'installation du purpura, la patiente a bénéficié de soins dentaires. Elle a eu plusieurs prises médicamenteuses, mais qu'elle ne peut pas préciser. Et pour le premier bilan qui a été fait, on a un taux d'hémoglobine à 12 grammes, un taux de globules blancs à 8000 éléments par millimètre cube. Vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît, pour éviter l'interférence. Un taux de plaquettes à 260 000, un TP à 90%, une fibrinémie normale, par contre, avec une VS accélérée à 70 mm à la première heure. Donc, compte tenu de ces nouvelles données, donc voici les mots-clés qu'il faut ressortir de cette observation. Donc, fièvre, arthralgie, soins dentaires, prise médicamenteuse, plaquettes à 260 000 et syndrome inflammatoire biologique. Donc, quelles sont les hypothèses étiologiques à évoquer devant ce purpura? Les deux premières, je vais vous faciliter, les deux premières hypothèses diagnostiques à évoquer devant chez... Une vascularite d'hypersensibilité et une endocardite. Très bien. Effectivement, c'est les deux hypothèses à évoquer. La thrombopathie, il n'y a pas d'atteinte muqueuse. La CIVD, on a un taux de plaquettes normal, un TP qui est normal, une fibrinémie qui est normale. Le thrombotique, thrombocytopénique,
c'est plus un purpura qui donne une bicytopénie, donc une anémie hémolytique mécanique avec présence de schizocytes sur le frottis et une thrombopénie, donc ce n'est pas le tableau. Alors, effectivement, donc les premières hypothèses diagnostiques qu'on va amorcer, c'est les vascularites d'hypersensibilité, qui peuvent être soit d'origine médicamenteuse, soit d'origine infectieuse, soit d'origine toxique. Donc, chez cette patiente, l'origine médicamenteuse est évoquée de principe, d'ailleurs devant tout purpura vasculaire, et on doit essayer de voir l'historique des médicaments qu'elle a pris, qu'elle n'arrive pas à préciser. Donc, il faut revoir s'il y a des ordonnances antérieures ou s'il y a les boîtes des médicaments qu'elle doit nous ramener pour vérifier si ça fait partie des médicaments pouvant induire un purpura. Ensuite, il y a l'origine infectieuse, et l'origine infectieuse, bien sûr, c'est une urgence. Première hypothèse diagnostique à évoquer chez cette patiente, c'est l'endocardite. D'autant plus que c'est un purpura fébrile. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a une fièvre, les deux urgences à éliminer de principe devant un purpura vasculaire, c'est l'endocardite infectieuse et le purpura fulminans. Mais bien sûr, il y a d'autres infections qui peuvent être à l'origine de purpura. Ça peut être même des infections virales, des infections bactériennes à germe intracellulaire. Donc, c'est le contexte clinique qui va nous orienter. Donc, c'est très important de rechercher par l'interrogatoire tout autre signe associé, la fièvre, les arthromyalgies, la toux, des signes digestifs, etc. Et puis, toujours dans la vascularité d'hypersensibilité, il y a l'origine toxique. Et l'origine toxique, c'est plus d'ordre essentiellement professionnel, telle qu'une exposition éventuelle à des toxiques, mais aussi une activité de loisirs, le jardinage. Donc, c'est surtout les insecticides et les pesticides qui sont pourvoyeurs de purpura vasculaire. Ensuite, il y a les vascularites secondaires. Donc, qu'est-ce que vous pouvez évoquer chez cette patiente comme vascularite secondaire? Alors, quand on parle de vascularite secondaire, généralement, c'est les vascularites secondaires aux connectivites et les vascularites secondaires aux néoplasies. Alors, par vascularite secondaire, en fait, pourquoi on commence par évoquer les vascularites secondaires? Parce que par ordre de fréquence, elles sont plus fréquentes que les vascularites primitives. Et donc, les vascularites secondaires peuvent être secondaires à une cryoglobulinémie, le plus souvent liée à une infection par hépatite C. Donc, c'est très important de rechercher des antécédents familiaux d'hépatite C, des antécédents personnels d'hépatite C et vérifier s'il n'y a pas de facteur de risque d'hépatite virale C. Il y a aussi les connectivites. Et donc là, c'est très important de rechercher des signes associés. Et donc, c'est une revue de système qu'on va faire système par système à l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a des arthralgies, des myalgies, une chute de cheveux, un érythème du visage qui orienterait vers un lupus, un syndrome sec qui orienterait vers un syndrome de Sjögren, des arthralgies, est-ce qu'il y a des arthrites, est-ce que ça touche les mains, est-ce que ça touche les IPP, les MCP, et ça orienterait plutôt vers une polyarthrite rhumatoïde, etc. Alors, ensuite, bien sûr, toujours penser aux causes néoplasiques. Et quand on parle de néoplasie, on parle d'hémopathie maligne, les lymphomes, mais aussi les cancers solides. Donc, on va rechercher, ça peut être un malade qui est déjà connu ayant un cancer, mais on peut faire le diagnostic à l'occasion du purpura si on trouve la notion d'altération de l'état général, si on trouve la notion d'amaigrissement récent, s'il y a des signes d'orientation vers une néoplasie, en digestif, des douleurs abdominales, des troubles du transit, une alternance diarrhée-constipation, un saignement gynécologique inhabituel, une mastodynie. D'ailleurs, l'examen physique va être fait de façon très méticuleuse en passant en revue l'examen général, système par système, pour effectivement essayer de trouver un point d'orientation vers une néoplasie. Ensuite, on va évoquer les vascularites primitives. Et première vascularite primitive du sujet jeune, c'est le purpura rhumatoïde qui associe une triade. Donc la triade, quelqu'un peut nous dire la triade, elle est du purpura rhumatoïde? Une infection peut-être, il y a des arthralgies, des signes digestifs et une atteinte glomérulaire.
Donc, la triade, c'est un purpura, c'est des arthralgies et c'est des douleurs abdominales qui témoignent de l'atteinte digestive. Par contre, l'atteinte rénale, oui, c'est possible, ça ne fait pas partie de la triade qui évoque un purpura rhumatoïde, mais bien évidemment, quand on est face à une atteinte rénale type glomérulaire, il faut y penser aussi comme diagnostic étiologique. Ensuite, il y a la vascularité en cas, les vascularites en cas, les trois familles de vascularite, de la famille de vascularite en cas comporte trois sous-types. Il y a le syndrome de Churg-Strauss, anciennement appelé Churg-Strauss, actuellement avec la nouvelle nomenclature, ça s'appelle vascularite granulomatose avec eosinophilie. Il y a aussi la polyangéite granulomatose qui est l'ancienne Wegener, et il y a la polyangéite microscopique. Et puis, on retrouve là aussi la vascularite cryoglobulinémique, cette fois-ci essentielle. Qu'est-ce qu'on va rechercher comme élément en faveur de ces hypothèses? La douleur abdominale, oui, pour le purpura rhumatoïde, mais en sachant que l'atteinte digestive, de toute façon, se voit dans toutes les autres vascularites aussi. On va chercher les signes ORL qui se voient plus avec les vascularites en cas. Donc, ça peut être des sinusites chroniques, ça peut être une épistaxis récidivante, ça peut être une croûte qui n'arrive pas à cicatriser et qui laisse place à une perforation de la paroi nasale, etc. On va chercher les signes neurologiques périphériques, donc surtout à type d'engourdissement, fourmillement, qui témoignent d'une atteinte du système neurologique périphérique. On recherchera un syndrome édémateux qui orienterait vers une atteinte rénale. Et donc, de toute façon, on doit compléter par une bandelette urinaire à la recherche de protéinurie, auquel cas, si c'est positif, on complétera par une quantification de la protéinurie. Donc, je vous rappelle que dans cette classification de Chapel-Hill, il y a surtout les vascularites des petits vaisseaux qui donnent les purpuras. Donc, par vascularite des petits vaisseaux, on a les vascularites en haut, donc des petits vaisseaux à complexe schéma, tels que la vascularite cryoglobulinémique et la vascularite à IgA, qui est le purpura rhumatoïde. On a aussi la vascularite urticarienne et plus complémentémique, mais là, l'éruption cutanée, elle est plus de type urticaire que de type purpura. Et les vascularites des petits vaisseaux associés aux ANCA, la polyangéite microscopique, la granulomatose avec polyangéite et la granulomatose eosinophilique avec polyangéite. Donc, c'est les vascularites des petits vaisseaux qui donnent habituellement un purpura. Exceptionnellement, on peut trouver un purpura au cours des périartéritmoses, mais c'est vraiment très, 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 très rare. Et c'est pratiquement pas le cas au cours des vascularites des gros vaisseaux, à savoir l'artérite à cellules géantes, qui est de la maladie de Horton, et l'artérite de Takayasu. Là, c'est une atteinte des gros vaisseaux, alors que le purpura, on a dit que c'est une inflammation des artérioles, des capillaires, du derme et de l'hypoderme. C'est ce qui explique l'extravasation spontanée du sang. Donc voilà, donc pour récapituler, donc quand on est face à un purpura vasculaire et qu'on évoque l'origine inflammatoire en premier, c'est d'abord les vascularites d'hypersensibilité, infection, médicaments et toxiques. C'est ensuite les vascularites systémiques secondaires, cryoglobulinémie, VHC, connectivite, mais aussi les affections malignes. Et les vascularites systémiques secondaires, primitives, c'est surtout purpura rhumatoïde, cryo-essentiel et les vascularites à ANCA. Donc, qu'est-ce qui va permettre en fait de confirmer l'hypothèse inflammatoire d'un purpura? C'est la biopsie cutanée. Donc, la biopsie cutanée permet de confirmer la nature inflammatoire du purpura quand on trouve histologiquement une vascularite leucocytoclasique. Ça veut dire quoi une vascularite cytoclasique? C'est-à-dire qu'on va avoir un infiltrat périvasculaire qui est fait de PNN, d'où le mot locaux. Locaux, c'est pour les PNN qui infiltrent la paroi vasculaire. Ces PNN vont être en pycnose ou en karyorexie avec un noyau éclaté. Et bien sûr, à un moment donné, quand on fait la biopsie cutanée de façon tardive, l'infiltrat peut être modifié, il peut être remplacé par des lymphocytes. Et donc, des fois, l'anatomopathologiste nous répond qu'il s'agit d'une vascularite lymphocytaire. Mais en tout cas, vascularite lymphocytaire ou vascularite
APNN, ça fait partie des signes de vascularite leucocytoclasique. À côté de cet infiltrat périvasculaire, le deuxième élément important, c'est la nécrose fibrinoïde qui est fréquemment observée. Et le troisième élément, c'est l'extravasation des globules rouges à travers la paroi vasculaire. Donc, dès que j'ai cette description histologique au niveau d'une biopsie cutanée, ça atteste l'origine inflammatoire du purpura. Bien sûr, l'IFD, l'immunofluorescence directe, est aussi intéressante à faire quand je suspecte un purpura rhumatoïde parce que généralement, on va avoir des dépôts d'IgA caractéristiques du purpura rhumatoïde. Fait important, c'est que la biopsie cutanée doit être faite sur une lésion fraîche. Donc, des fois, l'IFD est négatif, ce n'est pas parce qu'elle est réellement négative, mais parce que le prélèvement a porté sur une lésion qui a vieilli. Donc, essayez de repérer par l'interrogatoire. Donc, le malade, on lui demande de nous préciser quelles sont les dernières lésions qui sont apparues pour que, comme ça, on peut faire une biopsie cutanée sur une lésion fraîche qui date idéalement de moins de 24 à 48 heures. Donc, ça, c'était la première rhétorique d'hypothèse, donc le mécanisme inflammatoire. Mais il faut savoir qu'on doit évoquer aussi les vascularites, le purpura vasculaire de mécanisme thrombotique. Donc, qui dit thrombotique, donc dit microthrombie au niveau des petits vaisseaux du derme, et il va y avoir une fragilisation et une extravasation des globules rouges. Donc, première hypothèse, c'est le SAPL, le syndrome des antiphospholipides. Et donc là, il y a aussi des éléments cliniques. Donc déjà, cliniquement, on peut rechercher des éléments en faveur, particulièrement quand on est face à une femme jeune, les antécédents obstétricaux de fausse couche, de mort fœtale in utero, de prématurité ou d'éclampsie. Donc, en sachant que s'il s'agit de fausse couche spontanée précoce, il faut au moins 3 épisodes de fausse couche spontanée à un terme de moins de 10 semaines d'aménorrhée, donc c'est-à-dire des avortements qui surviennent avant 10 semaines d'aménorrhée, plus que 3 avortements. Donc ça, c'est un critère clinique. Mais ça peut être aussi une mort fœtale in utero, ça peut être un avortement tardif. Quand il s'agit d'un avortement tardif, un seul épisode est suffisant pour évoquer le diagnostic. Ça peut être aussi la prématurité ou l'éclampsie. Donc, si j'ai des antécédents obstétricaux tels que je viens de vous le décrire, il faut évoquer le SAPL et faire une recherche des anticardiolipines, des anti-bêta-2-GP1 et du lupus anticoagulant pour confirmer le diagnostic. Donc, le syndrome des antiphospholipides, c'est une thrombophilie auto-immune, c'est-à-dire c'est un état d'hypercoagulabilité sanguine de mécanisme auto-immun. Alors, toujours dans le cadre du purpura vasculaire thrombotique, il y a les syndromes myéloprolifératifs, polyglobulie, thrombocytémie essentielle. Donc ça, d'emblée, déjà sur la numération formule sanguine, on peut être orienté. Donc on va trouver un taux d'hémoglobine supérieur à 15,5 grammes avec un taux d'hématocrite élevé et on va évoquer la polyglobulie, surtout s'il n'y a pas d'étiologie de polyglobulie secondaire, telle qu'un tabagisme, IRC ou le fait de vivre en altitude. Pareil pour le taux de plaquettes. Donc, généralement, le diagnostic se fait sur la numération formule sanguine. On va trouver un taux de plaquettes qui dépasse le 1 million généralement. Mais il y a aussi les déficits en inhibiteurs de la coagulation, déficits en protéine C, S, antithrombine 3. Ça peut être aussi une cause de purpura thrombotique. Alors, le purpura embolique, c'est un contexte très particulier. Le myxome de l'oreillette, généralement, c'est l'écho-cœur qui permet le diagnostic. L'embolie graisseuse, c'est le contexte d'un traumatisme grave, donc en traumato, ou d'un postpartum avec un accouchement laborieux, ou les emboles de cristaux de cholestérol. Là aussi, c'est un autre contexte. Il n'y a pas de quoi les évoquer chez cette patiente jeune. Les emboles de cristaux de cholestérol, généralement, c'est des patients âgés, athéroscléreux, qui ont été mis récemment sous anticoagulation. Donc, ça fait la mise récente sous anticoagulant va un peu, influencer un peu les dépôts d'athérome
Et donc, ça peut mobiliser, faire détacher une plaque d'athérome et ça va migrer et entraîner des lésions par mécanisme embolique. Donc, l'embole de cristaux de cholestérol, c'est le sujet âgé athéroscléreux qui a été mis récemment sous anticoagulant ou qui a eu un geste interventionnel endovasculaire. Par le geste endovasculaire, pareil, on va mobiliser la plaque d'athérome, on va un peu la manipuler et donc ça va induire des emboles. Et pour le purpura vasculaire de fragilité, donc qui dit fragilité capillaire, ça peut être sénile, tout simplement en rapport avec l'âge. Vous savez que la peau vieillit en prenant de l'âge. Et par le vieillissement cutané, on peut avoir un purpura de fragilité qui est généralement situé au niveau des dos des mains. Mais il y a aussi des... Donc ça, c'est le physiologique. Physiologique, sujet âgé, on peut avoir un purpura sénile, qu'on appelle aussi le purpura de Batman. Mais il y a aussi des causes iatrogènes, telles que la prise de corticoïdes au long cours. Donc, la prise de corticoïdes au long cours fragilise aussi la peau et elle peut induire un purpura vasculaire par fragilité. De même que la carence en vitamine C et l'amylose. L'amylose, c'est une inflammation systémique avec dépôt amyloïde au niveau de tous les organes. Et généralement, l'amylose se voit après des phénomènes inflammatoires chroniques, notamment en cas de tuberculose, en cas de rhumatisme inflammatoire chronique tel qu'une polyarthrite rhumatoïde par exemple. Donc là, c'est l'interrogatoire qui va permettre de rechercher s'il y a ces antécédents de tuberculose ou de maladies inflammatoires chroniques, s'il y a une prise de médicamenteuse au long cours, une corticothérapie, etc. Donc, voyons un peu avec notre patiente et la suite des collectes des données. Donc, à l'examen physique, donc, la fièvre se confirme et en moyenne, elle fait entre 38,3 et 38,8. Elle a un état hémodynamique correct avec une tension à 12 et une fréquence cardiaque à 86, une fréquence respiratoire à 20. Donc, on a recherché sur le plan cutané l'érythème du visage, les ulcérations muqueuses, parce qu'on avait évoqué tout à l'heure les purpuras vasculaires inflammatoires liés au connectivite. Donc, on est face à une femme jeune. Donc, on a essayé de chercher s'il y a des signes de lupus. On a ausculté le cœur à la recherche de souffle, puisqu'on a dit que parmi les étiologies de purpura vasculaire fébrile, il y a l'endocardite infectieuse. Donc, c'est très important de s'attarder sur l'auscultation cardiaque. Et effectivement, cette patiente a un souffle d'allure organique au foyer aortique. Pour l'auscultation pulmonaire, c'est une auscultation pulmonaire qui est normale. Les aires ganglionnaires, rappelez-vous qu'on a dit que parmi les hypothèses d'un purpura vasculaire inflammatoire, il y a les cancers et les hémopathies. Donc, c'est très important de réaliser l'examen des aires ganglionnaires dans ce sens pour chercher s'il y a des adénopathies. Et puis, l'examen des seins, pareil. Donc, c'est un examen qui doit se faire systématiquement à la recherche de nodules du sein, qui peut évoquer aussi un cancer du sein. L'examen des articulations, donc genou-cheville, était un peu tuméfié et chaude avec un discret choc rotulien à gauche. Et l'abdomen donc était souple, une légère sensibilité en périombilical, mais il n'y a pas d'hépatomégalie, il n'y a pas de splénomégalie, il n'y a pas de masse palpable. On note il n'y a pas d'œdème des membres inférieurs. L'examen neurologique est normal, mais par contre, à la bandelette urinaire, on a une protéinurie de l'ordre de 1 à 2 croix. Donc, si on fait une synthèse, c'est une patiente qui a 36 ans, qui a un purpura vasculaire, une fièvre, des arthralgies, un souffle à l'auscultation cardiaque, une protéinurie à 2 croix, une hyperleucocytose à 12 800 et un syndrome inflammatoire biologique. Donc, à ce stade, si on essaie de revoir un peu les différentes hypothèses qu'on avait évoquées en premier, qu'est-ce qu'on peut éliminer? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Où est-ce qu'on doit pousser davantage des explorations? Peut-être qu'on peut penser à l'endocardite et faire des hémocultures et une écho au cœur, peut-être. Très bien, on doit. Donc, on doit penser à l'endocardite infectieuse. C'est la première hypothèse à évoquer et à
Donc, tous ces signes, en fait, qu'on vient de voir, c'est des signes en faveur d'une endocardite infectieuse. Donc, effectivement, il y a des hémocultures à faire et une échographie cardiaque. D'accord? Pour tout ce qui est, d'autant plus que la protéinurie qui est à 2 croix, ça peut se voir aussi au cours de l'endocardite infectieuse. D'accord? Donc, c'est tout ce qui est mécanisme lié au complexe humain circulant qui sont produits au cours d'une endocardite infectieuse. Donc, c'est la principale hypothèse qu'il faut retenir chez cette patiente. Donc, et pour arriver au diagnostic, c'est les émocs et l'échographie cardiaque transthoracique. Et si jamais la transthoracique n'est pas contributive, on doit même passer à une échographie transœsophagienne, parce que vous savez que c'est un problème de sensibilité. Échocœur ETO, quand elles sont couplées, améliorent la sensibilité pour le diagnostic positif d'une endocardite infectieuse. Alors, pour les autres hypothèses, donc les connectivites, il n'y a pas vraiment de quoi les évoquer. L'hyperleucocytose, déjà à 12 000 et quelques, c'est contre le lupus, par exemple, parce que le lupus généralement donne une leucopénie. C'est une enseignante qui est célibataire, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'antécédents obstétricaux, donc il n'y a pas de quoi évoquer un mécanisme thrombotique, un SAPL. Sa numération est normale, donc il n'y a pas de thrombocytose pour évoquer une thrombocytémie essentielle, il n'y a pas de polyglobulie pour évoquer une polyglobulie de Vaquez. Donc, voilà, donc la principale hypothèse, puisqu'il s'agit d'un purpura vasculaire fébrile, c'est l'endocardite infectieuse. Et donc, la confirmation passera par les émocs et l'échographie cardiaque. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous avez des questions? Non. Très bien. Alors, si vous n'avez plus de questions, donc on va terminer la séance. Bien évidemment, si vous avez ensuite d'autres questions, vous pouvez interagir via la plateforme avec les enseignants. D'accord? D'accord, merci, madame. Très bien. À bientôt. Aïdkoum mabrouk à l'avance et redoublez comme à la Merci.